Maman, j'ai foiré. Le seul podcast qui demande aux patrons, personnalités et anonymes, de se livrer uniquement sur leurs échecs. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé. Salut à tous, c'est Lucas Beguin et j'espère que vous avez 5 heures devant vous parce qu'aujourd'hui, je vais parler de mes échecs. Bonjour Lucas. Salut. Ça va, tu vas bien? Franchement, super. Tu es mon premier invité dans la catégorie entrepreneur. La première question, elle est bateau, mais comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux? C'est une très belle question. Alors, je vais te répondre, est-ce qu'on est heureux un jour, vraiment? Voilà, quand je dis que ça va durer 2 heures, on pourrait... Super. Écoute, je pense que je vais comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va, franchement, ça va. Comme tu sais, moi, j'ai des projets de grands voyages. Et Bien donc, sûr. le fait de ne pas pouvoir être libre de mes choix, c'est un peu compliqué, mais sinon, je fais des choix, je les assume et on avance. Ok, super. Écoute, on va avoir l'occasion évidemment d'en parler. J'ai 2-3 exemples ici. Je ne l'ai pas fait dans les autres épisodes, mais est-ce que tu savais par exemple que Beyoncé a raté un concours de chant? Bon, Allez. bien avant d'être connu. Ou Walt Disney, par exemple, viré pour manque d'imagination. Ça, c'est quand même dingue. Bon, voilà. Comme quoi, les plus grands aussi, ils passent par cette phase d'échec. Et moi, l'idée, donc, c'est de montrer que derrière toute forme de réussite, il y a des échecs. C'est inévitable, c'est indispensable, c'est une école. Toi, tu es organisateur d'événements. Tu organises des événements pour connecter les gens entre eux. Tu as organisé combien d'événements? Combien de personnes sont venues à tes événements? Et combien de lieux? Parce que tu changes aussi de lieux. 1 millier de personnes qui ont pu être connectées grâce à mes events. Alors, c'est très large. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à... Comment dire? Tu m'as annoncé comme entrepreneur, comme étant le premier. Ouais. Des fois, j'ai du mal à me dire que je suis un entrepreneur et puis finalement, quand on me donne la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vient avec des solutions à un problème. Donc peut-être, je ne suis juste pas un bon chef d'entreprise. Ok. C'est-à-dire que gérer l'aspect d'une entreprise au jour le jour, je suis vraiment mauvais pour ça. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à des réflexions personnelles ces derniers temps, de me dire mais qu'est-ce que t'es finalement? C'est quoi tes forces? Qu'est-ce qui te plaît? Et c'est là où j'en suis venu à un terme qui est beaucoup utilisé aux États-Unis et moins ici, c'est vraiment le côté entertainer. C'est Donc, ça. Okay. Moi, je déteste organiser des événements. Ça, que ce soit clair, ça, j'en organise parce que c'est le seul moyen de pouvoir être sur une scène et de pouvoir faire mon talent qui est de divertir. Exact. Et tu crées la machine pour pouvoir après, toi, te mettre dans cette machine et faire ce que tu aimes faire. Mais donc, je déteste organiser. Je ne suis pas alors oui, je suis un organisateur par défaut parce que je fais de l'événementiel. Mais moi, je me définirais plutôt aujourd'hui et même dans le côté business, ça s'est beaucoup rapproché à ça comme un entertainer. D'accord. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être autant j'anime des soirées de stand-up, autant je suis sur scène en tant que comédien, autant ça peut être animer une conférence entrepreneuriale, autant ça peut être faciliter un événement de networking, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un peu on m'appelle souvent l'homme au micro, parce qu'en fait j'ai tout le temps mon petit micro à la main, mais ça peut être varié. Première question, elle fait sens, mais c'est quoi ta définition de l'échec? En fait, il y a 2 parties pour moi. Il y a la première partie, c'est le ressenti qu'on a directement en tant que personne, que j'ai. Je ne peux pas parler au nom des autres. Mais par exemple, un projet où je ne vais pas atteindre l'objectif que je voulais, pour moi, c'est un échec de base. D'accord. Donc, me dire, par exemple, j'avais un concept de barbecue flottant à l'époque. D'accord. Un concept de bateau avec un petit barbecue et on pouvait se promener avec mon meilleur pote. J'avais une vision très lointaine pour ce projet. Il y avait un potentiel de faire des franchises et ce genre de choses. On a peut-être fait 30% du potentiel de ce projet. D'accord. Puis on l'a arrêté pour des raisons qui nous sont propres et qui, c'était pas les priorités. Pour moi, je pourrais considérer ça de base comme un échec. Okay. Et comme je le dis souvent, je suis devenu indépendant pas par choix. C'est juste parce que personne n'a jamais voulu m'engager. J'avais pas de diplôme, j'ai pas fini mes études. Et donc tout le monde me disait ça a l'air trop bien ce que tu proposes et tout, mais montre-nous ton master. Et j'en ai pas. Et donc personne ne voulait m'engager. Et donc, je me suis dit un jour, comme avec la scène, tu vois, soit je dois dépendre de quelqu'un pour pouvoir montrer mes compétences, soit je me les crée moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancé indépendant du jour au lendemain. C'est méga important ce que tu dis parce que finalement, tu vis d'une certaine manière cet échec, mais tu arrives à le valoriser pour en faire quelque chose. C'est un petit peu l'histoire de Stallone.
qu'on ne veut pas, voilà, il veut faire du cinéma, mais personne ne le veut. Le mec dit, bah, y a pas de souci, moi, je vais créer mon histoire, ma franchise, et puis le mec hypothèque sa maison, et crée, l'histoire qu'on connaît. Donc finalement, cet échec-là est vécu positivement parce que il rebondit, et c'est un petit peu ce que tu fais. Mais là, dans ton histoire, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que je pense que le mot échec est très vague. Ouais. Là, de ce que j'entends, tu vois, tu disais tout à l'heure les Oprah qui ont été refusés, ça dépend toujours d'un avis extérieur. Et je pense que quand tu mets le mot échec et le contrôle sur quelqu'un d'autre que toi tu ne contrôles pas, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un échec? Et donc tu vois là par exemple Rocky, il aurait pu écouter. Il aurait pu écouter ce qu'on lui a dit, et peut-être qu'à 90 ans, je ne sais pas s'il les a, mais en tout cas, s'il n'avait pas fait ce choix-là de lui-même produire, peut-être qu'il serait dit c'est un échec parce qu'en fait je ne me suis pas écouté jusqu'au bout. C'est ça. Et des fois j'ai envie de dire ça, c'est peut-être l'échec, c'est quand on va avoir un regret plus loin de se dire j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Alors des fois on se le dit, mais je veux dire sur le moment, si la décision était la bonne, ça c'est pas un échec. Parce que s'écoute pas assez selon toi? Clairement. On n'apprend pas aux gens Combien finalement de personnes ont arrêté de ne suivre pas leur passion parce que quelqu'un leur a dit tu n'es pas fait pour ça. On est dans le monde, tu sais, de l'humour et du stand-up. C'est très facile de dire à quelqu'un mais t'es pas drôle. D'accord. Mais en fait, qui sommes-nous? Alors oui, tu n'es pas à mon, c'est pas à mon niveau, mais tu n'es pas à mon goût en termes d'humour, possible. Mais qu'est-ce qui empêche que le gars, il va s'entraîner pendant 15 ans? Je te donne un autre exemple. Je faisais de la natation haut niveau à l'époque. Donc ça, c'était ma passion. D'accord. J'étais nageur haut niveau. Je vivais que de ça. Il y a un gars que je battais tout le temps. Je rappelle, il ne nous regardera pas parce qu'il est flamand, mais... Je t'avais demandé de ne plus parler de tes réussites. C'est pas une réussite. Non, je rigole. C'est pas une réussite, mais Dieter, je me rappelle, je le battais souvent. Sauf que moi, j'ai arrêté vers mes 16-18 ans, je ne sais plus exactement quand. Et lui, il a continué, il a été au JO. Ok. Donc finalement, c'est quoi est-ce que l'échec, c'est de se dire, à l'époque où je le battais, est-ce qu'il voyait ça comme un échec? D'accord. Ou est-ce que finalement, c'est moi l'échec de ne pas avoir été au bout de ma passion et d'avoir été au JO? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, bien sûr. C'est toujours ça qui est important, je pense, en tout cas, c'est que les gens confondent des fois, c'est pas parce que quelqu'un vous a dit non que c'est un échec. Ok. L'échec, il est personnel. Bon, je crois que le regard des gens, malheureusement, occupe beaucoup de place. Est-ce que tu crois que le développement personnel doit être l'une des missions dans les écoles? Alors oui, même si je pense encore une fois, c'est remettre dans les mains de quelqu'un dont on n'a pas le contrôle quelque chose. Je pense juste qu'on doit ouvrir un peu comment dire? Voilà, on va aller plus philosophique, mais je pense que c'est retravailler la vision de la société aujourd'hui. C'est ça. S'écouter en fait. C'est déjà arrêter de se comparer, c'est déjà arrêter de se dire ce que l'autre a fait, c'est comme ça que ça doit être fait. C'est en fait, et ça je pense que c'est chacun doit apprendre en fait à écouter son intuition. Et ça, il y en a qui me disent, j'en ai pas. Si, tout le monde a une intuition. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être très ouvert à ça, à la comprendre, c'est de se dire, tiens, je suis en train de faire une action, mon corps réagit d'une certaine manière. C'est ça. Et souvent, on ressent des choses. C'est comme dans les relations de couple, souvent il y en a qui disent, dès le début, je savais. Ben, tu t'es pas écouté en fait. Donc tu n'écoutes pas ton intuition de dire il y a un truc qui cloche, tu n'arrives pas à savoir quoi. C'est pareil pour des projets entrepreneuriaux. Donc souvent effectivement quand je suis peut-être planté, ce que je pourrais considérer comme me planter, c'est quand j'ai pas voulu écouter cette voix intérieure qui dit il y a des red flags, il y a un truc qui va pas et j'y ai vais quand même dedans. Pourquoi? Ben, mon ego ou des mauvaises raisons. Ouais, donc là peut-être ça peut être considéré comme un échec. Ok. Ouais. En termes de parcours, voilà, est-ce que tu fais des études? Comment ça se passe à l'école? Écoute, jusque ma 5e secondaire, je veux dire que ça se passe pas trop mal. Je pense que, encore une fois, j'ai une bonne éducation, je réussis bien. Sauf que très vite, je ressens que étudier, ça m'ennuie. Je comprends pas l'intérêt. D'accord. Puis, il y a l'accident de mon papa qui décède. Là, ma vie, elle change dans le sens... en fait, la vie, elle est courte. Et donc ça me change un mindset qui fait que j'ai plus envie de perdre du temps pour des futilités. Je dis souvent, c'est très triste ce qui nous est arrivé, hein, mais c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir parce que ça me met des choses en perspective. Et donc l'école après ça, je t'avoue que c'est un peu l'échec. Je double plusieurs fois. Est-ce qu'on te pointe du doigt? Est-ce qu'on te fait comprendre que tu es moins bon que le camarade de gauche ou le camarade de droite? Ce qu'on me dit souvent, et je me rappellerai toujours cette prof parce que on a encore amis sur Facebook, etc. Mais la dernière fois que j'ai fait des études, c'était à Elmo en marketing. Et je me rappelle, j'ai une seconde cesse. Et pendant l'été, je me dis, allez Lucas, tu vas étudier. Et j'étudie mon mois d'août. Je ne sors pas alors que moi, j'adore rencontrer. Et j'arrive le jour de ce premier examen, face à la feuille, blanc total. Et là, je me lève, l'intuition. Et là, j'ai pas réfléchi. Hein. Je me lève, je vais près de la dame
Et je dis, je vais le signer, j'arrête. Donc, je dois aller signer mes autres examens. Et il y en a un où je me rappelle de cette prof qui me dit, mais enfin, quel gâchis, tu es intelligent, tu es juste paresseux. Et là, je me rappelle lui avoir dit, faites-moi confiance. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à ma maman juste après que je suis allé m'asseoir dans la voiture et je l'ai appelée en disant, écoute, fais-moi confiance, je sais que ça ira dans ma vie. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Elle avait peur de dire, oh, tu vas finir à la rue, etc. Mais faites-moi confiance, ça va aller. Donc, on ne m'a jamais pointé du doigt en disant, tu es bête. On ne m'a jamais fermé les portes. D'accord. Il y a souvent eu des craintes des personnes elles-mêmes qui reflétaient leur peur sur moi. D'accord. Mais je veux dire, c'était propre à moi, c'était qui j'ai. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est juste tu n'es pas comme les autres. Comme les autres. Je pense qu'on est plus que ce qu'on imagine, mais là, tu n'es pas dans le cadre classique. Quoi. D'accord. Et donc, c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter les études en me disant, je n'aime pas le système. En tout cas, le système ne me correspond pas. C'est ça. Étudier par cœur et réciter, revomir la matière, je ne voyais pas l'intérêt. Et d'ailleurs, j'exagère quand je dis que j'ai jamais fini mes études parce que j'ai quand même fait l'IFA PME après. Donc, en tant qu'apprenti, je travaillais chez Cursus. Donc, Cursus, qui est la microbrasserie ici à Liège. C'est ça. Donc, j'étais responsable marketing pour eux à leur début. Donc, c'était très chouette. Mais par contre, là, j'aimais bien étudier parce que c'était du concret que je pouvais appliquer directement sur le terrain. Et donc, ça, c'est ma façon de fonctionner. Je me suis rendu compte que je suis peut-être paresseux d'un certain point, mais apprendre plus pour ne rien utiliser derrière, je ne voyais pas l'intérêt. Donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est pas un échec. Si, j'ai raté. Au point de vue de la société, c'était un échec scolaire. C'est ça. Mais en fait, non, c'est juste que je n'étais pas au bon endroit. Encore une fois, selon toi, mais pourquoi est-ce qu'on parle difficilement de ces échecs? La culture, toi qui as connu la culture américaine, où finalement l'échec, tu peux presque mettre ça sur ta carte d'identité. Hein. Clairement, l'échec, il y a les légendes, alors je n'ai pas postulé là-bas, donc je n'ai pas la vraie info, mais c'est vrai que en fonction du nombre d'échecs que tu as eu, plus tu en as eu, plus tu as des chances d'être engagé ou en tout cas d'être sollicité par des investisseurs, etc. Okay. Ce qu'ils vont essayer de comprendre surtout, c'est quoi comme échec. C'est ça. Si tu as fait, tu étais totalement... Et encore, si dans un de tes premiers projets, tu étais utopiste, tu t'es dit, moi, je vais lever 5 millions, etc., puis tu te plantes, ils vont dire, OK, son ego a déjà été confronté à ce que c'est de rêver des fois trop grand et hors de la réalité. Et donc, ils voient ça, en fait... L'échec comme une évolution, c'est-à-dire qu'on part peut-être quand on se lance avec plein de pièges. Tu vois, il y a tous les pièges de l'entrepreneuriat dans lesquels on peut vite tomber. Ton ego, rêver trop grand. Alors, ça veut déjà, cette phrase est horrible, rêver trop grand, parce qu'on ne peut pas ne pas rêver trop grand, mais dans le sens de ton ego, en fait, c'est l'ego. L'ego voyait trop grand, l'ego pensait que tu allais trop réussir, donc toi, tu as investi 5 millions parce que tu dis, moi, en 3 ans, je peux lancer 15 sociétés. C'est ça. Là, c'est ton ego qui te frappe. Et donc, plus tu as été touché par ça, en fait, plus tu ne le feras plus par la suite. Et chaque échec, moi, je le vois toujours comme un point exponentiel d'évolution. Tu échoues la première fois, la deuxième fois, ça ira 2 fois plus vite parce que l'erreur que tu as fait la première fois, ça ira mieux. Et je veux rebondir sur l'exemple que tu donnais au début, qui m'avait moins marqué par rapport à l'échec et la vision que j'ai de l'échec. C'était un journaliste américain qui parlait de la NBA et qui faisait la liste des 3 lanceurs de paniers qui ont marqué le plus de paniers dans leur carrière. Alors, je ne suis pas basketteur, donc je vais dire 2 noms. Le 3e, je ne suis pas sûr. Michael Jordan, LeBron James, et il y avait sûrement un 3e, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. OK. Et en fait, il faisait une comparaison en même temps. Il a repris la liste des 3 basketteurs qui ont raté le plus de paniers dans leur carrière. LeBron James, Michael Jordan et le 3e. Okay. Et en gros, ce qu'il montrait, c'est que les gens se rappellent souvent du succès, mais en fait... Ils ont raté tellement de fois. En fait, si tu testes par exemple 3 lancers francs au basket, tu en lances 3. Si tu en rates 2, ça t'en fait qu'un de réussi. Par contre, si tu en fais 10 000, tu vois, tu en rates ne serait-ce même que la même chose, 2 tiers. Je me lance dans des calculs. Hein. Ça fait 66 000 que tu rates. J'ai dit quoi? Ou 6 000, peu importe. Vous avez compris l'idée. Ça fait beaucoup. Ça te laisse quand même 3 000 de réussi. Et donc, les gens, ils vont dire, il en a réussi 3 000. Donc, souvent, c'est une question de mathématiques on n'a pas donné assez de chance, on n'a pas essayé assez, ce qui fait qu'on ne voit pas assez les succès derrière. Ouais, dans le même esprit, je pense déjà avoir donné cet exemple, mais David Guetta, qui te dit, oui, forcément, on connaît le succès de David Guetta, mais le gars te dit, si tu savais le nombre de clés USB que j'ai, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit, de ce que j'ai créé, qui resteront, enfin, tout ça restera à jamais dans des placards. Ouais, est-ce que tu penses qu'on parle beaucoup plus facilement de l'échec quand la société nous fait comprendre qu'on a réussi? Je crois aussi. Ça aide. Il y a un côté comme ça où... Quand tu n'as plus rien à prouver, en fait, c'est là où on tombe aussi dans des gens qui vont parler de choses, qui vont commencer à dire, moi aussi au début, c'était dur et tout, puis là, ils réussissent. Donc, ils essayent en fait de
de montrer qu'ils sont un peu humains aussi. Mais oui, effectivement, c'est plus facile au début quand tu as plus de succès que d'échecs, quoi. Je pense qu'on en revient toujours à l'image des autres, se planter. Et je vais faire le parallèle avec... Martin, t'en as peut-être parlé, mais l'humour, le stand-up notamment, les plus drôles sont ceux qui se sont plantés le plus souvent. Parce que pour réussir dans le stand-up, c'est pas en écrivant dans ta chambre parfaitement, c'est en allant confronter au public, en te prenant des bides. Et c'est en prenant des bides que tu sais, OK, cette blague-là n'a pas marché parce que ça, et donc on la corrige. Ouais. Et des Roman Frécinet ou quoi, ils vont t'expliquer que des blagues, ils les ont peut-être testées 50 fois de manière différente. Parce que des fois, c'est à la virgule près qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont super drôles. Et ils le sont. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qu'il y a eu derrière. Quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est en testant des choses que l'on n'aime pas qu'on sait vers quoi on va aller aimer. Et donc, tester quelque chose que tu n'aimes pas, est-ce que c'est un échec ? Tu vois, par exemple, j'ai eu une agence de com à un moment donné, on avait 2 employés, on l'a liquidé. Est-ce que c'est un échec ? Non, parce que j'ai testé quelque chose qui ne me plaisait pas à ce moment-là, je suis allé vers quelque chose de mieux. Mais donc, aux yeux de la société... On te fait comprendre que c'est un échec. On a d'ailleurs abordé le sujet, je ne sais plus avec quel invité, mais on a parlé des difficultés, faillites, etc. On te fait clairement comprendre, la société te fait clairement comprendre que tu es dans une situation d'échec, limite que tu es un peu un escroc, un voleur, enfin on peut prendre plein de termes. Et c'est ça aussi à un moment donné qui alimente. Et je pense que c'est un bel exemple pour aller sur la question suivante, puisque la peur... Toi, est-ce que l'échec, il te fait peur ou pas, l'échec, aujourd'hui ? La peur, je l'ai toujours. Hein. Je pense que personne ne peut dire qu'il n'a plus aucune peur. C'est juste qu'on apprend à la dompter d'une certaine manière et de se dire, est-ce que la peur que j'imagine est aussi forte ? Tu sais, on imagine souvent le scénario catastrophe de certaines choses, mais non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis dans une mentalité où je sors beaucoup de ma zone de confort. J'ai vraiment, et je pense que l'impro, moi, m'a aidé à être beaucoup plus à l'aise avec ça et de se dire, en fait... En testant des trucs, en sortant de ma zone de confort, ça ne peut que m'apporter des choses positives sur le long terme. Souvent, on a tendance à se concentrer sur le court terme. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur le long terme ? Et donc, j'ai peur encore de faire des choses. Tu vois, par exemple, chaque fois avant de monter sur scène, que ce soit de mes spectacles ou que j'anime, les 10 secondes avant, et on en rigole chaque fois avec les autres artistes qui sont là, je dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je suis pas dans mon divan, là, en train de regarder Netflix, où je pourrais être tranquille ? Pourquoi est-ce que Et en fait, dès que tu montes sur scène, dans la seconde, tu dis pourquoi. Donc, je pense que des fois, une phrase que j'essaie de me répéter très souvent, c'est que derrière la peur se cache ce que je veux vraiment. Parce qu'en fait, plus vous vous attendez à quelque chose, plus ça vous tient à cœur, plus on va avoir peur que ça nous déçoive d'une certaine manière. Quand tu t'en fous de quelque chose, tu t'en fous. Mais quand tu veux vraiment quelque chose, t'as peur, en fait, que cette idée soit juste une mauvaise idée, tu vois, ce genre de choses. Donc, j'essaye d'analyser pourquoi j'ai peur. C'est quoi la peur ? Je crois que c'est Tony Robbins, on parlait de développement personnel tout à l'heure. Ouais. Il explique dans un de ses séminaires qu'il a rencontré une chanteuse, il dit pas le nom, mais très connue, et elle lui dit, moi, avant chaque concert, je suis stressé à mort. Et il dit, tiens, comment est-ce que ton corps représente ça ? J'ai la main moite, je commence à avoir le rythme qui s'accélère, j'ai des sueurs froides et tout. C'est ça. Il va voir un autre chanteur, très connu, qui a rempli des stades et tout. Il dit, toi, avant un spectacle, comment est-ce que tu te sens ? Il me dit, surexcité. C'est quoi le comportement, comment est-ce que ça se transcrit sur ton corps ? J'ai les mains moites, j'ai des sueurs froides et j'ai le rythme qui s'accélère. Et donc, des fois, on confond peut-être la peur, ou en tout cas, je dis pas qu'on le confond, mais ne serait-ce que transformer dans sa tête, ce n'est pas de la peur, mais c'est de l'excitation. En fait, ça met quelque chose de positif qui fait « go ». En fait, c'est ça qui va se passer. Donc, voilà, ça, c'est un peu le petit point. C'est un bel exemple. Est-ce qu'on peut faire un top 3 de tes échecs ? On va pas les reprendre tous, mais si on devait faire un petit top 3, allez, lance-toi. Waouh. Quand est-ce que je me suis totalement... En fait, je pense que je subis plein de mini-échecs. D'accord. Je pense que je me suis jamais pris une grosse claque immense, mais c'est des mini-échecs qui font que ce n'est jamais trop grave. Mais ça, par contre, je peux pas te faire un top 3 parce que tous les jours, j'en ai encore. Ça peut être de ce que j'étais là ce matin, un rendez-vous qui ne s'est pas passé comme je le veux. En fait, je suis addict aux mini-échecs. C'est-à-dire les mini-claques dans le visage. Gros échec, encore une fois, aux yeux de la société, je pourrais t'en dire, effectivement, je ne suis pas diplômé. J'ai été marié 10 mois. Aux yeux de la société, ça pourrait être vu comme un échec. Mais encore une fois, en analysant la situation... C'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, parce qu'on sait pourquoi on a fait cette décision. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, ça pourrait être un exemple de quand je ne remplis pas une salle. Je me dis, tiens, là, on pourrait remplir... voilà, je peux le dire ici. On a un spectacle mercredi prochain. On n'est qu'à un tiers de remplissage. D'accord. C'est pas encore fini.
Mais je pourrais me dire, tiens, si la salle, elle n'est pas remplie complète, ben dans ma tête, je me dirais, c'est peut-être un échec. Donc, c'est peut-être toutes les fois où je n'ai pas rempli à 100%. D'accord. Mais encore derrière, je me dis, mais est-ce que tu t'es donné à fond pour remplir cette salle à 100%? Donc, je suis très mauvais pour cette réponse parce que je n'ai pas un vrai top 3. Je n'ai pas un échec non plus comme certains auraient pu avoir parce que moi, je vis une multitude de mini-échecs. D'accord. Tous les jours. Parfait. Écoute, c'est personnalisé, ça me convient. Au niveau entourage, on en a un petit peu parlé, l'enfance, mais est-ce que tu es du genre aller voir la famille, les amis quand tu subis un échec, petit, grand, moyen? Alors, la famille, non. Pourquoi? En fait, je sais maintenant à qui je peux parler et à qui je ne dois pas parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, et tu demandais pourquoi est-ce que les gens ils ont peur de l'échec dans le regard des autres? C'est parce qu'en fait, on est dans une société, je trouve, où lorsque tu reçois un conseil, une remarque, ça reflète souvent les propres peurs de la personne. D'accord. Je prends l'exemple de ma maman que j'aime de tout mon cœur, qui n'a jamais été indépendante, donc qui ne comprend pas. Tu vois, elle a sa réalité, elle, d'employée. Et donc, quand je lui dis, tiens, là, j'ai investi autant d'argent, ou je peux en perdre, ou je n'ai gagné que ça, lui parler de ça, elle ne comprendra pas. C'est ça. Et donc, elle va réagir avec son émotionnel à elle par rapport à sa réalité. Donc, ce que j'ai créé au cours des années, c'est que j'ai une liste d'amis business, comme j'appelle ça, ou en tout cas des amis curieux, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas dans le business, qui sont curieux, sont des personnes, en fait, qui ne vont pas juger. Ça, je trouve que c'est important. C'est pas juger, mais qui vont me poser des questions pour me remettre en question. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire, tiens, remets-toi en question. D'accord. Ils vont me questionner pour que moi-même, je me dire, OK, voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est créez-vous un entourage de gens qui sont peut-être dans le même domaine que vous. Par exemple, les stand-uppers, entourez-vous d'autres stand-uppers. Alors, je dis pas que vous allez atteindre les Gad Elmaleh ou quoi, mais ayez un petit cercle où, en fait, on va pouvoir, une fois par semaine, se réunir et dire, OK, chacun partage un échec de cette semaine. Et en fait, je vais dire, tiens, là, j'ai fait un beat de 7 minutes. Voilà, j'ai fait un sketch de 7 minutes. Personne n'a ri. Moi, j'ai entendu une vidéo de Roman Frécinet qui disait qu'un jour, il a fait une première partie. On ne l'attendait pas lui, parce que c'est une première partie, mais c'était Roman Frécinet après avoir fait Montreux et tout. Donc, c'était déjà un niveau. Personne n'a ri. Et en fait, d'entendre ça, qu'est-ce que tu fais? Tu relativises. Okay. Donc, entourez-vous de personnes qui vivent peut-être les mêmes réalités que vous et ça vous permettra de relativiser. Et moi, j'ai ça. Moi, je sais que j'ai certains potes où je vais pouvoir parler et puis ils vont me dire, attends. Est-ce que tu as déjà vécu des déceptions dans cet entourage? Quelqu'un à qui tu t'es confié et qui t'a déçu au final? Alors oui, c'est sûrement arrivé, mais aujourd'hui, j'essaye d'appliquer le fait que je n'attends rien en retour des gens. En attendant, ça ne veut pas dire que je ne demande rien, mais je n'attends rien. Ça veut dire encore une fois que je suis le contrôle de moi-même. C'est ça. Quand tu attends trop de quelque chose, tu peux être déçu parce que tu donnes en espérant recevoir. Mais moi aujourd'hui, je donne de manière générale. Si la personne me manque de respect, je vais pas couper le truc. C'est juste qu'après, je vais prendre de la distance. Donc, d'accord. Déçu, oui, parce qu'il y a des fois des gens qui... Des fois, je suis un peu un rêveur aussi, et donc des fois, il y a des gens qui te promettent des choses, qui s'engagent, et c'est mon erreur perso, c'est de me dire ils vont s'engager autant que moi, ou on a la même vision de l'engagement, qui n'est pas toujours le cas. Si tu devais donner l'âge, le moment T dans ta vie, où tu comprends tout simplement que l'échec, il est nécessaire, il faut l'accepter, il est nécessaire, et il va clairement te servir de levier. C'est à quel moment de ta vie que tu comprends ça? Je veux dire qu'il n'y a pas eu vraiment un gros déclic. Je dis vraiment, le premier déclic que j'ai eu, c'est le décès de mon papa qui me fait voir la vie différemment. Donc en gros, ça me fait dire quoi? C'est ma phrase que on aura toute la mort pour dormir. Ça, c'est un truc qui fait que je suis tout en action. C'est pas toujours le meilleur, mais c'est qu'on n'a qu'une vie surtout. Et donc ça me fait relativiser. Pourquoi? Parce que chaque moment où j'ai des moments durs, je me dis, mais c'est quoi qui est important pour moi? C'est d'être en vie, ou que mes proches soient toujours là. Ouais. Donc tout le reste est un peu aléatoire. Le reste, c'est des mini-claques. À force d'avancer, on se prend des mini-claques et on se rend compte que finalement, la peur ne t'amène jamais rien de bon. La peur, peut-être, m'a fait passer des opportunités. Je prends toujours un exemple. Je ne sais pas si toi, quand tu étais jeune, tu sautais sur des tremplins en piscine extérieure. Moi j'ai toujours la piscine de Tongres. Je ne sais pas si tu te rappelles la piscine de Tongres ici en Belgique. Oui. Cette piscine-là, je me rappelle, il y avait un tremplin de 4 mètres. Et j'avais remarqué qu'il y avait 2 types de personnes. Tu as le petit jeune qui court, qui saute et qui kiffe sa vie, et puis tu as celui qui s'arrête et qui commence à regarder en dessous, et en fait qui perd son temps, et puis finalement il saute quand même, puis il dit en fait c'était pas si effrayant que ça. C'est ça. Donc maintenant moi je me force en fait à passer à l'action avant la peur, et puis après de réfléchir. Voilà, c'est ça, tu essaies de dépasser la peur. C'est ça. En fait je réfléchis pas. Ça c'est peut-être mon côté, je suis peut-être naïf, mais en fait je n'ai pas peur de me faire mal, je saute, et après je me dirais... en fait, finalement, c'était jamais autant. Tu as presque donné en fait une réponse à la prochaine question, parce que c'était justement, est-ce que tu as un process à partager, une manière de réagir face à l'échec,
voilà, donc finalement, le fait d'aller plus vite que ton mental, c'est un process finalement, mais est-ce que tu as d'autres process à partager avec nous? Alors, donc quand j'ai peur, ou en tout cas quand quelque chose va être conséquent, premièrement, c'est apprendre à se connaître déjà. C'est se connaître, savoir en fait comment est-ce qu'on réagit par rapport à certains moments. Par rapport à la pression, on n'est pas tous pareils. Donc c'est essayer de comprendre, ok, je sais que dans ce cadre-là, voilà ce qui me fait peur, pourquoi. Deuxième étape, c'est de faire une action qui est rapidement exécutée, qui va te faire enlever cette peur. D'accord. Un exemple? J'ai commencé la scène officiellement il y a 1 an et demi, donc l'impro notamment. Et je me dis, tiens, peut-être ce qui me tente, c'est de faire de la scène. Et puis commencent les trucs. Qui es-tu, Lucas? Tu vois, c'est aussi une mentalité ici, c'est qu'on essaie de mettre dans une case. Donc attends, mec, t'étais nageur de haut niveau, puis entrepreneur, maintenant tu fais de la scène, t'es qui? Tandis qu'aux États-Unis, tu peux être tout ce que tu veux. Mais imaginons, voilà, je me prends ça. Et ben en fait, la première chose que j'ai fait, c'est bloquer une date. J'ai bloqué une date où je me suis dit, on fait le spectacle. Ok. C'est en fait, je fais une tâche qui ne me fait pas peur, mais qui va obliger, entre guillemets, à faire l'action vers ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment un truc, par exemple, là, et ça marche pas à tous les coups, hein, mais je sais que des fois, le coup de ne pas le faire me fait tellement mal à l'ego et à moi, à la frustration, que je vais ne plus jamais le faire. Par exemple, le tout premier gala de stand-up que j'ai organisé, je devais le faire 6 mois plus tôt que ce qui a été fait finalement. Donc ça devait être à la rentrée septembre 2022. Non, 2022, pardon. D'accord. Je voulais organiser un gala de stand-up. Donc, en gros, moi, je faisais des petites soirées dans une cave où il y avait 50 places, très facile à remplir. Mais là, je voulais passer à 250 places. Eh ben, j'ai commencé à me prendre la tête avec attends, s'il faut plus de personnes, ça veut dire qu'il faut penser à ça. J'ai commencé, en fait, à avoir un tourbillon dans ma tête qui fait que le jour que j'avais bloqué normalement, je ne l'ai pas fait. Eh ben, ce jour-là, je me dis, Lucas, plus jamais. J'ai rebloqué une date directe et là, j'ai commencé. OK, la date, je la bloque vraiment auprès du lieu. Donc ça m'engage. Et puis les artistes. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque fois, c'est une étape après l'autre qui fait que si tu ne vois pas le saut trop grand, d'accord, ça ira. Ok. Et donc, ça, c'est ma technique, c'est de chaque fois faire des petites actions qui me permettent de... Dans les process, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux, toi? Certains disent naturellement, moi je fais du sport. Toi, c'est quoi ton truc pour aller mieux? Quand ça ne va pas, tu veux dire? Ouais. Voir des gens. Voir des gens qui me font du bien. Souvent, j'ai tendance peut-être à m'enfermer quand ça ne va pas. Et là, je me rends compte aussi qu'on tombe dans un tourbillon parce que quand ça ne va pas, tu es tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur les réseaux sociaux. Donc, tu scrolles. Les réseaux sociaux, on en parlait aussi. C'est pour ça que les gens n'aiment pas parler d'échecs. C'est parce que c'est un outil optimiste, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est très facile de partager ce qui va bien. C'est ça. Je fais ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des échecs, mais comme je suis un optimiste, ça veut dire que je me concentre sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu en avais déjà partagé des moments durs, des échecs non, rarement. Sur les réseaux? Parce que encore une fois, je ne m'arrête pas dessus, ce sont des mini, d'accord, mais je ne veux pas tomber non plus dans la plainte. Est-ce que tu as un podcast, une chaîne YouTube, un livre que tu donnerais ici en référence, qui peut clairement être un outil quand on est dans une situation d'échec, qui peut aider à aller mieux, à avancer, à voir la situation autrement, un autre angle? Un exercice perso que je fais, mais là c'est plutôt quand j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc ça peut être considéré comme un échec parce qu'on n'a pas osé passer à l'action. C'est de faire la liste de tout ce que j'ai déjà fait. Et donc je suis fier. Et donc j'avais fait ça un peu pendant le Covid où je me cherchais beaucoup. Tu sais, on avait le temps de réfléchir un peu, on était à l'arrêt. Ouais. Et je me dis, mais qui suis-je? Tu vois, je voulais me lancer sur accompagner les gens, être créatif sur leur business et tout. Je me dis, mais qui es-tu pour faire ça? Et en fait, c'est sur la liste de tout ce que j'ai déjà fait. Là, pareil, le côté comédien, j'ai mis beaucoup de temps à me dire, j'en suis là aussi. Parce qu'après, c'est aussi une guéguerre de tous les autres qui sont là depuis longtemps et qui vont dire, mais t'es qui? Parce qu'il y a peu de place pour beaucoup d'appeler. Et donc, je fais la liste des choses que j'ai déjà fait. OK, j'ai déjà animé autant de soirées devant autant de personnes. Il y a des gens qui ont ri, j'ai été sollicité pour animer. Donc, j'essaye de faire du renforcement positif de toutes les bonnes choses. D'accord. Sinon, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, moi, il y a un gars que je suis depuis 15 ans et que j'adore, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Je le suis depuis son... Pas de début, mais je veux dire depuis au moins une dizaine d'années. Parce qu'il a une relation à l'échec et au bonheur que j'adore. D'accord. Parce que c'est arrêtez de vous prendre la tête. YouTube, du coup? YouTube, ouais. Vous pouvez le voir sur YouTube. Il a écrit des livres aussi qui sont pas mal. Alors lui, c'est un expert. Il a une agence de com digital, mais c'est un serial entrepreneur parce qu'il a lancé plein de trucs. Mais il a aussi une vision. Alors, c'est très à l'américaine. Bon, ça, je vais pas vous le cacher. Mais moi, j'aime bien cette ambiance très imprégné par cette ambiance. Mais je trouve que c'est bien parce que, et pour y avoir vécu quelques mois, c'est vraiment le côté,
tout est possible. Et c'est pas le côté bullshit qu'on dit ici de tout est possible. Oui, mais en fait, les gens ne sont pas prêts à ce que ce soit possible. C'est ça. Les Américains sont curieux de nature. En tout cas, la Californie où j'étais, Los Angeles, ils sont curieux. Ils aiment la nouveauté. Ils comprennent que les choses ont un prix. Et tout ça fait en sorte que tu peux tester des choses. C'est pas sans avoir peur, mais en tout cas, tu peux les tester en te disant... Je me sens soutenu d'une certaine manière par ce qui se passe. D'accord. Et puis, il y a un grand marché. Donc, quand tu lances quelque chose, c'est aussi peut-être plus facile qu'ici à Liège, où on est un petit marché. Et donc, il n'y a pas toujours un public cible à ce qu'on veut faire. C'est ça. Ça aussi, c'est analyser ce truc et se dire, mais si j'ai échoué plein de fois ici. Et c'est aussi ma réflexion, c'est pourquoi est-ce que je veux partir là-bas? Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées de projets qui, je sens, touchent un marché, mais il n'est pas assez grand par rapport à mon ambition. Peut-être que me dire, je vais partir. J'ai toujours eu, moi, cette impression qu'on faisait comprendre aux gens qu'ils avaient la capacité d'éviter les échecs. Et ça, c'est super dangereux parce que du coup, tu as cette impression que tu vas pouvoir en éviter 2, 3, 4, mais tu en as un 5e qui va arriver, tu vas pas le voir arriver. Et là, tu vas être complètement dévasté parce que justement... C'est comme l'éducation des enfants, en fait. Exactement. Si tu as des enfants? Oui. Tu vois, oui. Il y a 2 types de parents. Il y a ceux qui... Je pense qu'on est dans une société où on protège, mais si chaque fois tu protèges ton enfant à ne pas tomber, à pas se faire un peu mal, le jour où il va avoir mal, exact. Ce qui ne sera pas grand-chose, il va se dire, mais c'est la fin du monde, on doit m'amputer, etc. Exact. Alors que s'il était tombé 4-5 fois sur les genoux, en fait, il va devenir un petit bonhomme parce qu'il a plus mal. C'est ça. Et ça, c'est en fait un autre conseil, si tu me permets d'en donner un deuxième. Je n'ai pas donné le top 3, donc je me rattrape sur les. Mais c'est... aller échouer, en fait. Alors, encore une fois, ne vous prenez pas la tête dans l'échec, dans le sens plantez-vous sur des millions d'investissements, etc. Non, mais aimez les mini-échecs. Rendez-vous compte qu'en fait, un échec, c'est pas un truc incroyable. Donc, plantez-vous. Tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'aimais bien Gary Vaynerchuk. Il a une vision aussi, j'ai adoré ce qu'il a dit, une métaphore, et moi, je vis beaucoup à l'image. Il dit qu'on est entrepreneur et qu'on fait plusieurs projets, parce que souvent les gens disaient mais comment tu arrives à gérer multiples projets et tout, alors que beaucoup nous disent n'en fait qu'un à la fois. L'image qu'il a, il donne, je sais pas si tu as été au cirque récemment ou si tu te rappelles un peu quand tu allais au cirque, il y avait un monsieur, il a des tiges et il met des assiettes dessus qui fait tourner. Il dit en fait que lui il en lance plusieurs à la fois, mais il en a 10. Il y en a une qui tombe. C'est pas grave, il y en a encore 9. Et puis il la reprend. Et donc en fait, il dit les échecs, c'est un peu comme ça. Si on tente plein de trucs, des fois il y en a qui tombent. Mais c'est pas grave. Dans la quantité générale de ce que tu fais, on s'en fout des mini-échecs. C'est comme les blagues, j'en reviens au lancer franc ou aux blagues. Plus tu vas tester des blagues face à un public, plus il y a des chances statistiquement qu'il y en ait une qui cartonne vraiment et qui change ta vie. Si tu n'en fais qu'une et que tu testes une, tu as une chance sur une que ça marche. Mais si tu en fais 1000, tu as peut-être plus de chances qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5 qui marchent. Et finalement, pour faire un spectacle, des fois, il faut que 10 blagues, c'est 10 blagues ou 10 histoires, etc. Bon, j'exagère, il y a beaucoup plus de travail que ça, mais tu comprends l'idée de... Bien sûr. Plantez-vous. C'est une belle métaphore. Donc, laissez vos enfants se planter. C'est tout bénef. Ici, encore une fois, oui, s'ils sont en train de traîner au bord d'un ravin qui fait... on est à 100 mètres de haut, oui, faites attention. On est d'accord. Des fois, je vois et je suis pas parent, donc encore une fois, je ne peux... C'est avec un regard extérieur que j'ai Bien ça. sûr. Mais des fois, on voit de la surprotection qui crée malheureusement des fois... et c'est ça aussi, tu dis, on est tellement mis dans le succès, les success stories, on partage les succès, qu'en fait, on a l'impression qu'un échec qui même est peut-être banal est une fin de vie. Moi, j'ai eu des gens, des fois, que je rencontre qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils disent « Oui, mais s'il y a personne à ma conférence. » Et je dis « Tu attends combien de personnes? 20. » Et je dis « S'il y en a 10, c'est un échec. » Oui, parce que il y en a 10 qui ne sont pas venus. Je dis « Mais est-ce que c'est vraiment un échec ?» Et si je te dis maintenant que dans les 10, il y en a un qui peut changer ta vie, c'est toujours un échec? Non, voilà. Donc c'est en fait, c'est... Waouh. Encore un excellent, c'est vrai. Beaucoup de métaphores. J'adore les métaphores. Mais des fois, elles partent un peu en sucette. Non, mais là, c'est très visuel, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup cette manière de voir les choses parce que ça clarifie vraiment, ça met vraiment une image derrière les mots que tu utilises. Et si je peux terminer un dernier truc, et ça, je pense que c'est des fois les gens qui... LinkedIn est problématique pour ça, mais c'est beaucoup de l'égocentrisme à succès, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tous avec un problème du syndrome de l'imposteur. On a tous peu confiance en nous d'une certaine manière et les réseaux sociaux ont accentué ça parce qu'en fait, on se compare indirectement et donc en fait, chacun pense qu'il doit montrer que tout va bien, que son projet est bien, etc. Ça. Et donc, ça crée en fait un cercle vicieux qui fait que les autres se disent « Tiens, je dois montrer que je vais bien pour que mes clients se disent que ça va et que j'ai pas échoué. » Bien sûr. Et donc, en fait, là, ce que j'ai envie de dire, c'est un challenge que j'ai envie de lancer aux gens qui nous lancent, c'est le prochain post LinkedIn que vous faites, c'est partager un échec. Le dernier échec qui vous soit arrivé, pas le plus gros, parce que le plus gros, c'est toujours une question qui est compliquée, mais c'est quoi ton dernier mini-échec que tu as vécu? Partagez-le, mais pas en mode...
je suis successful et puis voilà, mon dernier échec, c'était, je sais plus quoi, j'ai perdu 5 € alors que j'avais investi 150. Non, c'est qu'est-ce qui était un échec pour vous et c'est propre à vous. Ok. Partagez-le. Et c'est encore une fois incroyable que tu termines cette partie-là de cette manière, puisque la question suivante... à croire que j'avais tes questions à l'avance. Hein, mais c'est à toi de poser une question à l'audience, aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. À toi de leur poser une question et évidemment, ils auront la possibilité de te répondre en commentaire dans le podcast ou sur les réseaux sociaux. Waouh! Alors, comme tu le sais, hein, tu me connais, moi, je suis passionné de questions. J'ai une liste de plus de 400 questions. Mais une que je pose souvent, qui je trouve a les meilleurs retours, il y en a plein, mais celle-là, moi, j'aime vraiment bien. C'est qu'est-ce qui te frustre actuellement? Alors, cette question, ils vont peut-être pas répondre en commentaire. Vous pouvez me les envoyer en message privé. Mais pourquoi est-ce que je pose cette question? Elle est très large déjà, parce que je ne dis pas si c'est pro ou privé. Mais qu'est-ce qui te frustre? Souvent, le sentiment de frustration, c'est qu'il y a comme une injustice. Ça veut dire que, tu vois, quand tu es frustré, c'est parce qu'en fait, tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas, il y a une injustice, etc. Donc, qu'est-ce qui te frustre actuellement dans ta vie? Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est ton business qui ne décolle pas? Et en fait, le fait d'avoir cette réponse te donne en fait ta propre réponse de qu'est-ce qu'il faut changer. En commentaire du podcast, qu'est-ce qui te frustre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram pour l'instant. Mais TikTok va probablement arriver. YouTube aussi va probablement arriver. Oh là là, le 360. On est sur la fin, Lucas. Déjà tu te sens comment du coup? Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement. Parler de ce qu'on foire, finalement c'est un exercice. Ça demande beaucoup d'humilité. Mais là, tu te sens comment? Mais bien, parce que c'est un exercice que je fais depuis très longtemps. Ça fait quelques années que je suis OK avec ça. Donc, quand je réponds à des podcasts, en fait, c'est ce que j'essaye de faire comprendre, c'est ne tombez pas dans le syndrome de l'ingénieur. Alors, s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, c'est juste qu'un ingénieur, si on comprend son travail, il a l'impression qu'il est inutile. L'ingénieur, par définition, c'est des trucs complexes, etc. L'entrepreneuriat, c'est pas complexe. L'échec, c'est pas complexe. Le succès, c'est pas complexe. On essaye de nous vendre des choses qui sont complexes et dures parce que derrière, des gens vendent des programmes et ce genre de choses. Mais en soi, c'est très simple. C'est tester, regarder. Donc moi, j'ai pas de mal à parler de mes échecs parce que je suis à l'aise avec moi-même déjà. Okay. Je n'ai aucun mal avec ça. C'est-à-dire que le regard de quelqu'un d'autre, certes, ça me fait toujours un peu de peur. Hein. J'aime pas être jugé. Mais je veux dire, je suis à l'aise avec qui je suis que pour dire ça, c'est un échec ou pas. Tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me posait la question. C'était quoi? Je donnais une conférence et il me posait la question de l'argent. Il me dit, et donc, du coup, ta stabilité financière derrière. Et je regarde derrière et je dis, alors, pas du tout. Moi, je suis la pire. D'ailleurs, ma mère, si elle m'entend, elle me tapera encore sur les doigts. Je suis nul pour mettre de l'argent de côté. Je suis nul pour gérer de l'argent, etc. Est-ce que ça fait moi de moi un entrepreneur? J'aurais pu penser ça à l'époque en me disant, attends, un entrepreneur, il doit savoir gérer son argent. Mais je m'en fous aujourd'hui. Je sais que je suis un entrepreneur, c'est juste que la gestion d'une entreprise, je ne l'aime pas. Je suis OK avec ça. Donc, tu pourrais me juger là en me disant « il gère pas son argent ». J'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à cirer. Moi, c'est mon avis propre de moi-même. J'entends les remarques. Ça veut pas dire... Attention, ça veut pas dire que je n'écoute pas, que je suis égocentrique en me disant « je suis le meilleur ». Non. Mais des critiques qui sont sans fondement, j'en ai rien à cirer. Pense ce que tu veux, ça ne changera rien à ma vie. Et donc, par contre, tu me donnerais des conseils. Oui, est-ce que tu as vu ça comme ça? Moi, je suis ouvert à ça. Mais je ne le prendrai pas personnellement. Et donc, non, j'ai pas peur. Et donc, répondre à ce genre de trucs, moi, j'aime bien. D'accord. Parce que j'ai remarqué que les gens, ils aiment bien avoir quelqu'un qui peut un peu démystifier ça parce que ça leur enlève une pression. C'est vrai. C'est comme... non, mais clairement. Le dating, le monde des rencontres amoureuses, quand tu entends, voilà maintenant comment il faut parler aux filles, voilà ce qu'il faut leur dire, et voilà. Oui, mais en fait, soyez vous-même. Et jouer quelqu'un d'autre, c'est pas vous. Il y a un écosystème du coach. Mais oui, c'est ça. C'est devenu incroyable. Et même, en fait, je trouve que les gens qui ont réussi, tu vas me le dire, tu en rencontres peut-être plus que moi, mais des fois, ils se sentent obligés de croire qu'il y a un secret à ça, qu'il y a une formule. Tu vois, il y en a beaucoup. Et je sais notamment que ce soit des stand-uppers, que ce soit des chanteurs, que ce soit en plus dans le monde artistique, c'est beaucoup plus fort. Quand ils ont eu un premier succès, bien sûr, il y a une peur incroyable de l'autre parce qu'ils disent mais attends, si le deuxième n'est pas aussi bon, parce que on attend d'eux qu'il y ait une formule. Ça y est, non, t'as la formule, ça a été super drôle, tu sais comment ça va. C'est pareil les entrepreneurs. Moi, j'en ai vu qui ont eu des boîtes incroyables, ils les ont revendues, mais après ils font plus rien. C'est ça. Parce qu'en fait, ils pensaient aussi eux-mêmes qu'il y avait une formule qui marchait, etc. Exact. Et donc, c'est vraiment dans l'idée de se dire, il n'y a aucune formule. Chacun a sa façon de réussir. On est combien de milliards sur Terre? Chacun a sa façon. Alors, certes, il y a des compétences qui s'acquièrent, qui vont aider, etc. Mais personne n'aura le secret pour vous. Donc, ne croyez pas ceux qui vous mettent 10 000 € par mois. Parce que, vous savez pourquoi? Ils vont peut-être vous aider à y arriver. Mais on n'est pas spécialement plus heureux que 10 000 € par mois.
Vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend mieux? Et si c'est avoir 1500 € et rouler dans une Ford Fiesta, tant mieux. Tu sais, les phrases, mieux vaut être... ça, c'est comment? Attends, j'adore ça, c'est... comment est-ce qu'ils disent? Je préfère pleurer dans ma Ferrari que de pleurer dans ma Skoda. Moi, je préfère être heureux dans ma Skoda que de pleurer dans ma Ferrari, quoi. Et donc, visez ce qui vous rend bien. C'est ça. Voilà. C'était un peu long, désolé. C'est un excellent message. De plus. Ouais. On est sur la fin. Est-ce que, balance-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, ceux qui veulent te suivre. Tu es sur les réseaux sociaux? Un peu, oui. Vous tapez Lucas Bebien, vraiment. C'est okay. Facebook, Instagram, LinkedIn. T'es partout. J'aime bien. Alors, je suis pas le mec le plus discipliné dans la création de contenu. Mais voilà, c'est pour ça que j'accepte des podcasts aussi, parce que, vous voyez, j'apprends à me connaître. Je pourrais culpabiliser en me disant, mais pourquoi tu postes pas plus de contenu et tout? En fait, je suis un paresseux. Je vais là où le contenu est créé. Donc là, je sais qu'on aura du chouette contenu. Donc oui, je suis présent là-bas. N'hésitez pas. Donc j'ai créé, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais un social club qui s'appelle Luke and Friends, où le but c'est de connecter les gens par des événements qui vont divertir, inspirer et connecter. Donc j'organise des repas entre inconnus, des soirées de networking où on peut pas dire ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est vraiment autour de l'humain. Toutes les agendas sont là, donc n'hésitez pas. Rajoutez-moi aussi, moi ça me fait des nouvelles personnes à rencontrer, à échanger. Donc c'est cool. Pour encore plus d'histoires de patrons personnalités et anonymes qui se livrent uniquement sur leurs échecs, abonne-toi et active la petite cloche. Tu recevras une alerte à chaque nouvel épisode. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé.